Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue aux 20h et merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. Après leur inscription en ligne, les candidats éligibles au programme spécial d'insertion des jeunes sans emploi prennent part à un entretien à Cotonou. Les détails dans ce journal. Notre dossier sur les 60 ans d'indépendance du Bénin s'intéresse ce soir à la recherche agricole, qui a d'ailleurs été un maillon important dans le développement de l'agriculture au Bénin. Et puis ce 28 juillet, c'est la journée de lutte contre l'hépatite. L'édition 2020 met l'accent sur la prévention de l'hépatite B chez la mère et le nouveau-né. Un atelier réunit à Parakou des responsables de la Commission électorale nationale autonome et tous les acteurs impliqués dans le déroulement des communales et municipales de 2020. Ils font une évaluation de ces élections. Le point de la rencontre avec Firmin Bassao et Kadnel Kapo. Sont conviés à cet atelier bilan les commissaires de la Sénat, chefs et représentants des partis politiques, préfets des départements, l'Association nationale des communes du Bénin, les représentants des ministères sectoriels, la société civile et la HAC. À tous ces acteurs, le président de la Sénat décerne un satisfecit pour leur contribution qualitative au processus qui a abouti à la tenue du scrutin du 17 mai dernier. L'évaluation de l'organisation d'une élection est désormais une tradition bien établie dans la vie de la Sénat, depuis qu'elle est devenue une Sénat permanente. L'organisation d'une élection est une opération très complexe, comportant plusieurs défis à la fois d'ordre politique, stratégique, organisationnel et matériel. C'est pourquoi, au terme de chaque élection, nous procédons ensemble avec les autres parties prenantes à son évaluation pour en mesurer les forces et les faiblesses afin de tirer les leçons utiles à une meilleure conduite de l'élection prochaine. S'il est vrai que les élections communales et municipales du 17 mai 2020 ont connu un heureux aboutissement, il n'en demeure pas moins vrai que des difficultés ont aussi jalonné le processus. Au nombre de ces insuffisances, je voudrais entre autres évoquer les difficultés et les incompréhensions liées à l'application du nouveau code électoral, la question récurrente de la formation des agents électoraux et le degré de conscience qu'ils ont de leurs responsabilités, les problèmes de la distribution des cartes d'électeurs. Il nous faut aussi apprécier et tirer les leçons de la mise en œuvre de l'expérience inédite de la campagne exclusivement médiatique, ainsi que celle des mesures sanitaires liées au Covid-19. Notre pays a émerveillé une fois encore le monde entier. Suite à cette réussite, je voudrais tout d'abord saluer le leadership et la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, d'assurer le respect des tests en vigueur en matière électorale et de garantir le bon fonctionnement des institutions de la République, toutes choses ayant permis d'organiser à bonne date les dites consultations électorales.
Le maire de Parakou, Aboubakar Yaya, quant à lui, se réjouit du choix porté sur sa commune par la Sénat pour abriter une telle rencontre. De ces assises sont attendues des recommandations pour une amélioration du système électoral au Bénin. Les leaders du mouvement des bataillons de Patrice Talon de Covey sont connus. La cérémonie d'installation de leur cellule a eu lieu il y a quelques jours à Covey. Nestor Sella et Michel Egbe, compte rendu. Tous debout comme un seul homme pour susciter la candidature du président Patrice Talon en 2021. Réunis au sein du mouvement des bataillons de Patrice Talon, ces leaders ont bien des raisons de solliciter un second mandat au chantre de la rupture. Grâce aux actions de développement engagées depuis 2016 par le gouvernement de la rupture, le Bénin est désormais hissé au rang des grands pays. Récemment, notre pays, le Bénin, est classé parmi les pays à revenus intermédiaires selon le rapport de la Banque mondiale. Cette classification vient sortir le Bénin pour la première fois de son histoire des pays à faible revenu, qui est un événement majeur sur le plan économique. Mesdames et messieurs, avec le programme d'action du gouvernement, notre pays, le Bénin, a connu une profonde mutation en 4 ans grâce au leadership éclairé du président Patrice Talon. En 4 années de gestion du pouvoir, le président Talon a réalisé des rêves des Béninois de 50 ans à travers les travaux d'asphaltage, la disponibilité de l'eau potable, la fin des délestages, l'éclairage des grandes villes, ainsi que l'assainissement et l'aménagement des voies, l'accroissement de la production cotonnière, la restauration de l'économie béninoise à travers les nouvelles filières agricoles, la rénovation des musées et palais royaux et la lutte contre la corruption. Qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est pourquoi, mesdames et messieurs membres du groupe Les Bataillons de Patrice Talon, nous ici, soucieux de la continuité des programmes de développement de notre pays, entrepris par notre président, lancer cet appel pour susciter sa candidature pour un second mandat. Nul ne doute que nos cris atteindront les oreilles de notre cher président, qui sûrement répondra favorablement à notre préoccupation. La machine de développement du Bénin, démarrée depuis avril 2016 par le président Patrice Talon, doit continuer. Ses disciples de la rupture sont ainsi engagés pour la sensibilisation des jeunes des 117 communes du Bénin. Allez donc par monts et vallées, répandre les ondes de choc du rouleau compresseur qui est en marche pour la réélection du président Patrice Talon. Nous sommes à la croisée des chemins. Nous n'avons pas le droit de regretter l'histoire à nos enfants. Notre marche est une marche pour le futur, pour un futur radieux. Nous triompherons quoi qu'il arrive. Nous ferons rayonner nos idéaux en vain et contre toute adversité. Cette assurance, nous l'avons de notre leader, son Excellence Patrice Talon. Les leaders de Covey pour la cause de la rupture sont déterminés à travers une pétition en ligne afin d'inscrire plusieurs jeunes au mouvement des bataillons de Patrice Talon. Dans un entretien accordé, mesdames et messieurs, à Bénin Web TV sur le déboulonnage des statues liées à l'histoire coloniale suite à la mort de George Floyd, le professeur Félix Iroko a fait un détour pour évoquer une qualité exceptionnelle du président Patrice Talon. Pour lui, le chef de l'État est un exemple de ponctualité. Lénaï Kabwazaou nous propose un extrait de l'entretien. Le président Talon, qui ne passe pas son temps à parler de colonialisme, anticolonialisme, ceci, cela. Bon, il a une prise de conscience réelle de faire de bonnes choses dans ce pays. Et tout ce qu'il veut faire, il estime très bien, en excellent français, évidemment, en excellent français. Excellent français. Je lui rends hommage pour ça. Il parle très bien. Et je lui rends hommage parce que contrairement à nous, aux Africains, la plupart des Africains, il a le culte de la ponctualité.
Nous devons copier cela pour que le pays puisse se développer. Il n'y a pas de développement sans prise de conscience d'une certaine ponctualité. Bon, on dit 15 heures, celui qu'on a convoqué vient à 15h30 ou 16h. Et c'est l'un des gros problèmes de l'Afrique aujourd'hui, la gestion du temps. Mais tout s'inscrit dans le temps quand même. Et le temps est une denrée précieuse et périssable. Il y a un président qui a parlé d'asphaltage. Pour la première fois, c'est quand même quelque chose d'important. Les rues, tout ça, là, ici, quand les rues sont aménagées, on verra comment on pourra les baptiser. Je ne suis pas politicien, je suis historien. J'ai parlé très bien du président Talon, que je connaissais avant qu'il ne soit arrivé au pouvoir, que je félicite pour beaucoup de choses. Mais je ne suis pas en train de faire la cour aux politiciens. Ça ne m'intéresse pas du tout. Le programme spécial d'insertion des jeunes sans emploi entre dans sa phase active. Après s'être inscrits en ligne, les candidats prennent part à un entretien à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou. Les précisions de Daniel Ada et de Jérôme Mouwa. J'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans. Quelques mois après, ce programme spécial annoncé par Patrice Talon entre dans sa phase active. Après s'être inscrit en ligne, les postulants éligibles sont à la phase d'entretien. On a eu un certain nombre d'entreprises, globalement environ 45 entreprises qui ont formulé des demandes et ces demandes-là ont été traduites en postes de travail et ça a donné lieu à des avis de recrutement. Actuellement, nous sommes sur la première cohorte d'environ 33 emplois que les entreprises ont demandé et sur cette base-là, les jeunes qui ont déposé leur candidature ont été présélectionnés sur la base des dépouillements, conformité de diplôme et tout le reste. Et maintenant, ils sont en face des jurys. Alors l'originalité, c'est que, contrairement aux anciens programmes, nous avons fait appel à des panélistes, des spécialistes dans leur domaine. Comme vous le constatez si bien, que ce soit dans les BTP, dans l'hôtellerie, dans l'agro-industrie, ce sont ces panélistes qui vont nous aider à trier les meilleurs, que nous allons proposer aux entreprises. Et à la fin du processus, les entreprises elles-mêmes vont encore trier et choisir ceux qui leur semblent les meilleurs. Dans ce programme, 14 branches d'activité ont été identifiées avec pour objectif de fournir des personnes qualifiées aux entreprises. La première cohorte prend en compte 4 secteurs, les BTS, l'agro-industrie, l'énergie et le tourisme hôtellerie. Que ça a bien déroulé, parce qu'on nous a posé des questions courantes qu'on avait déjà l'habitude d'attendre dans les cours, sur les chantiers. Donc c'est par rapport à ça que nous avons posé des questions. Les questions d'hygiène, les questions de disponibilité et les questions de compétences. C'est un bon programme qui est lancé et chers hôtes, j'invite tous ceux qui ne sont pas encore inscrits de faire pareil. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose que le gouvernement a fait parce que moi, j'ai fini depuis 2017, je n'ai pas eu d'emploi. Même un stage, je n'ai pas pu trouver. Mais avec ça, j'ai espoir. Le chef de l'État a prévu 2000 emplois par an. Donc sur les 5 ans, on tournera autour de 8000 emplois. Donc c'est un programme qui se fait par cohorte mensuelle. Donc chaque mois, à partir de ce que les entreprises demandent, nous appliquons. Donc si les entreprises demandent 2000 postes, on recrute 2000 postes. Si l'entreprise demande 100, on recrute 100. Donc ce n'est pas comme les anciens programmes où on répartit les gens dans les administrations et à la fin on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc ici c'est pour répondre à un besoin. Donc autant les entreprises vont demander, autant nous allons offrir. Donc que les jeunes ne s'inquiètent pas, c'est un programme et vous avez vu les niveaux de salaire qui sont assez élevés et qui, pas élevés au-delà de ce que les entreprises peuvent supporter, mais élevés par rapport à la moyenne de ce que les bonnes entreprises responsables essayent de payer à leur personnel. La semaine prochaine, la coordination prendra en compte les autres secteurs. On s'intéresse maintenant à cette signature de lettre d'entente entre le gouvernement et le Programme alimentaire mondial. C'est le fruit d'une coopération entre le Bénin et l'organisme international. Le compte rendu de Rachidat Biomama et Patrick Nimavo. Par ce geste, les deux parties matérialisent leur accord
pour la mise en œuvre d'un nouveau plan stratégique 2019-2023. Il prend en compte plusieurs programmes, dont celui des cantines scolaires, et vise à accompagner le Bénin dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au niveau des ménages, des communautés et des individus. D'une valeur de 138 705 458 $ américains, le plan stratégique pays impactera à terme environ 1 million de personnes et permettra de relever le défi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable 1, 2, 3, 4, 5 et 17. Plus spécifiquement, la mise en œuvre de ce plan stratégique permettra d'assurer 1. L'accès des populations vulnérables, notamment les enfants en âge de scolarisation, à des aliments sains et nutritifs et à des services sociaux de base durant toute l'année. 2. L'amélioration de l'état nutritionnel des populations vulnérables. Et 3. Le renforcement des capacités des institutions nationales et locales à travers l'amélioration de leur système inclusif. Ce document, appelé lettre d'entente ou protocole d'accord, prévoit les modalités d'exécution du plan stratégique, trace la feuille de route ainsi que les responsabilités pour chaque partie prenante. Nous apprécions les appuis du PAM dans le cadre des cantines scolaires, mais dans le cadre aussi des autres activités qui sont tout aussi importantes, notamment sur les services sociaux de base. Et c'est ce que nous sommes venus exprimer ce matin. Le programme alimentaire mondial est présent au Bénin depuis 1964. La signature de ce nouvel accord témoigne de l'excellente coopération entre le Bénin et le système des Nations Unies. Place maintenant au dossier de ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres, la recherche agricole a été un maillon important dans le développement de l'agriculture. Au fil des années, le secteur a connu quelques difficultés, mais aujourd'hui, les dispositions sont prises pour harmoniser les efforts. Le cadre institutionnel est renforcé et une université dédiée à plusieurs branches de la recherche a vu le jour au Bénin. Retour sur l'historique de la recherche agricole dans ce magazine signé Estelle Pazou. C'est un domaine où les réponses, même les plus établies, suscitent d'autres interrogations. La recherche agricole. Au Bénin, elle remonte à bien plus longtemps qu'on ne l'imagine. La recherche agricole au Bénin, j'allais dire au Dahomey, a vu le jour avant même la République du Dahomey. C'est depuis 1904 que les premières activités sur la recherche ont commencé dans notre pays. La station expérimentale sur l'acclimatation des espèces exotiques de Niaouli d'alors avait réalisé ses premières recherches sur le caféier, le poivrier et le cacaoyer. Mais une seule a marqué un tournant décisif. Elle est intervenue dans les années 50. Toutes les plantations de maïs à l'époque avaient été décimées par la rouille brune. Pour régler ça, le gouvernement français a dû dépêcher l'Institut de recherche de la France en ce temps, qui est venu s'installer à Niaouli et qui a mené des recherches pour créer de nouvelles variétés qu'on appelait dans le temps Niaouli hybride 1, Niaouli hybride 2. Ces deux variétés ont fait la fierté du Dahomey dans toute la région ouest-africaine. Le palmier à huile et le coton sont à la suite du maïs, objet de recherche. Au départ, curiosité du chercheur, la recherche agricole est devenue un moyen de solution pour l'agriculture. Et désormais au Bénin, la recherche ne se fait plus parce que je suis chercheur, je veux faire de la recherche. Non. C'est parce que le producteur, c'est parce que le transformateur ou la transformatrice a un problème, remonte le problème et nous trouvons des solutions au problème. Donc la recherche désormais est à la demande des utilisateurs et à la demande du secteur. Depuis la période de son indépendance à ce jour, le Bénin a maintenu le cap. Principe de la recherche oblige, les chercheurs béninois font aujourd'hui face à de nouveaux défis. Le maïs que nous mangeons et que tout le monde mange. Nous avons deux tendances de changement climatique.
soit c'est la sécheresse ou c'est les inondations. Les variétés que nous avons aujourd'hui, comment peuvent-elles réagir lorsque nous avons une variation en hausse? Aujourd'hui, il y a nécessité d'étudier la plante et de savoir avec précision quelle est sa quantité, quelle est la quantité d'eau dont elle a besoin et lui apporter ça. Voilà des défis que je pense sont importants. L'Université nationale d'agriculture s'érige désormais au Bénin comme un début de réponse. Autrefois limitées aux simples facultés, les formations dans le domaine agricole sont maintenant élargies. Notre contribution première, c'est la formation. La formation des cadres de qualité, la formation des chercheurs même. Donc nous faisons en plus de la recherche. C'est pourquoi dans les universités, on parle d'enseignants-chercheurs. Donc, mais nous, on est dans le domaine agricole. Nous ne faisons pas, ou nous faisons très peu de la recherche fondamentale. Nous faisons de la recherche appliquée à l'agriculture. Dans son plan stratégique, l'université s'appuie sur 9 axes de recherche. Entre autres, la production végétale et semencière des milieux tropicaux, l'horticulture et l'aménagement des espaces verts, le machinisme agricole, infrastructures rurales et équipements agricoles et la vulgarisation et conseils agricoles. Je suis heureux de dire que le Bénin est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à créer une école de vulgarisation. Afrique de l'Ouest francophone, bien entendu. Dans les pays anglophones, il y en a. Ça voudra dire que nous n'avons pas souvent vu la vulgarisation agricole comme une formation professionnelle. Et cet effort a été fait par le Bénin et c'est louable. Pourvoir à la formation dans le domaine de la recherche agricole est un pas, mais il reste aussi et surtout à promouvoir la recherche agricole et renforcer l'existant. Toute chose qui nécessite les moyens conséquents. La recherche est consommatrice de ressources importantes. Des fois, des ressources dont on ne sait exactement le résultat. Ouais. Parce que quand on cherche, on peut ne pas trouver. Et ça peut mettre du temps. Ce qu'on a trouvé peut ne pas être adapté. Donc, le gouvernement doit prendre la recherche comme un secteur prioritaire. En juillet 2020, le ministre de l'Agriculture et son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique installent les organes dirigeants du système national de recherche agricole. Un système mis en place depuis les années 80 et dont les paramètres sont revus pour répondre efficacement et durablement au financement de la recherche agricole. Avant, le peu d'argent qu'on avait, aussi bien de l'État que des partenaires techniques et financiers, était émietté. Parce que il y a beaucoup d'entités qui font la recherche agricole au Bénin. On a mis en place ce creuset au sein duquel toutes ces ressources vont arriver et seront canalisées vers les priorités du pays. Donc on ne va plus disperser les efforts, on ne va plus disperser les ressources, mais on va les centraliser et les canaliser sur les priorités du pays. Tout de même, la recherche agricole a déjà impacté et impacte encore la production et le rendement dans des filières clés au Bénin. Le coton en est un exemple. Lorsque j'ai démarré ma profession en tant qu'ingénieur agronome, la méthode de pulvérisation du coton que j'ai vue sur le terrain n'est pas ce qui se pratique aujourd'hui. Ça a évolué. D'une recommandation de telle quantité à l'hectare, on est passé à une méthodologie de lutte étagée ciblée. On apprend au producteur à regarder, à observer le parasite qui est dans son champ, à déterminer le dégât causé par le parasite et à décider de quel type de traitement il faut faire. Ça, c'est des applications de la recherche au traitement du cotonnier. Et ça, c'est un élément important. Au regard de tout ceci, les acteurs sont unanimes sur la question. La recherche agricole a de l'avenir au Bénin. Mais plus d'infrastructures de recherche et des laboratoires performants aideraient à davantage déceler les problèmes liés à l'agriculture et à y apporter des solutions.
Aujourd'hui, 28 juillet, le monde célèbre la journée de lutte contre l'hépatite. Pour un avenir sans hépatite, c'est le thème retenu pour l'édition 2020 qui met l'accent sur la prévention de l'hépatite B chez la mère et le nouveau-né. Dans l'extrait que nous vous proposons, un hépatogastro-entérologue revient sur les causes et les mesures de prévention de cette maladie qui tue aussi. Propos recueillis, Jean-Claude James, Jules Akweikou. L'hépatite virale, c'est une inflammation du foie due à l'un des 5 types de virus qui ont un hépatotropisme dominant. L'OMS vise l'éradication de l'hépatite, donc l'élimination de l'hépatite virale du monde à l'horizon 2030. Pour y arriver, il faut réduire franchement les nouveaux cas, le nombre de nouveaux cas de 90% d'ici 2030 et le nombre de décès de 65% d'ici 2030. On sait bien que la persistance du virus est due aux formes chroniques et le passage à la chronicité est d'autant plus fréquent qu'on contracte tôt le virus dans la vie, c'est-à-dire lorsque le nouveau-né contracte la maladie, le virus va persister dans 90% des cas. Alors que si c'est à l'âge adulte que la contamination a lieu, l'on guérit dans 90% des cas. Donc le nœud de la lutte contre l'hépatite virale B se trouve dans la prévention de la transmission à l'enfant. Et c'est pour ça que l'OMS met l'accent sur la prévention de cette transmission de la mère à l'enfant à l'occasion de la journée mondiale de l'hépatite, contre l'hépatite cette année. Et cet avenir sans hépatite est possible, ce d'autant que contre l'hépatite B, nous disposons d'un vaccin qui est efficace. En vaccinant tous les nouveaux-nés à la naissance, dans les 24 premières heures de vie, nous allons parvenir à vraiment réduire nettement la transmission de la mère à l'enfant. Actuellement, seulement dans le monde, 42% des nouveaux-nés ont bénéficié de cette première dose à la naissance. Ce qu'on vise, c'est d'atteindre 100% des nouveaux-nés qui aient cette première dose de vaccin à la naissance. Il faudra aussi dépister toutes les femmes enceintes au plus tard au 6e mois de la grossesse afin de les prendre en charge si elles ont l'hépatite, mais aussi le dépistage et le traitement de l'hépatite C. L'hépatite C ne dispose pas de vaccin, mais dispose d'un traitement efficace qui permet la guérison. Il existe 5 types d'hépatite virale, A, B, C, D et E. Il faut savoir qu'à côté des hépatites virales, il y a d'autres formes d'hépatite, à savoir l'hépatite alcoolique, l'hépatite toxique, l'hépatite médicamenteuse, l'hépatite auto-immune, et l'hépatite due à une surcharge en graisse qu'on appelle stéatohépatite. L'hépatite virale peut tuer. Ça peut tuer surtout du fait des formes chroniques qui sont dues essentiellement au virus B et C. Les hépatites tuent chaque année plus d'1,3 million de personnes. D'abord, à l'endroit de nos dirigeants, c'est vraiment d'investir dans la lutte contre les hépatites virales, parce que pour parvenir à la prévention de la transmission mère-enfant à travers le dépistage, la vaccination à la naissance qui est souhaitée, il faut un financement. À l'endroit de la population, c'est de savoir que le Bénin est une zone de prévalence élevée pour les hépatites virales. Un Béninois sur 10 a l'hépatite virale B, et 4% de la population a l'hépatite C. Donc c'est fréquent. Et donc nous sommes potentiellement tous à risque. Nous devons donc nous prêter au dépistage à travers une prise de sang pour savoir si nous avons la maladie ou pas. Et si nous ne l'avons pas, nous pouvons nous vacciner contre l'hépatite B. Et si nous l'avons, nous prêter à la prise en charge. Cette journée mondiale contre l'hépatite est l'occasion d'intensifier les efforts de lutte contre cette maladie. Le Bénin, dans cette lutte, a connu des avancées notables. Le professeur Benjamin Hompati, ministre de la Santé, en parle au micro de Marcel Arossi. Selon le rapport mondial 2017 sur les hépatites, 325 millions de personnes souffrent encore de ces maladies,
dont l'évolution sournoise pendant plusieurs années, avant l'apparition des complications mortelles, notamment la cirrhose et le cancer du foie, justifie la qualification de ces virus de tueurs silencieux qui leur est attribuée. Mesdames et messieurs, depuis l'avènement du président Patrice Talon, des progrès notables ont été notés dans le domaine de la lutte contre les hépatites. Ainsi, le gouvernement du Bénin, à travers le ministère de la Santé, a décidé de porter les hépatites virales au rang des maladies prioritaires dans le plan national de développement sanitaire 2018-2022 et les a inscrits parmi les maladies sous surveillance prises en compte par le Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies. Grâce à l'appui des partenaires, 150 malades atteints d'hépatite C ont été traités. Il en est de même des personnes diagnostiquées positives lors des campagnes de dépistage organisées à l'occasion de la célébration des éditions 2018 et 2019 de la Journée mondiale contre l'hépatite. Il est utile de rappeler que notre pays, le Bénin, a rendu systématique la vaccination de tous les nouveau-nés dans les 24 heures suivant l'accouchement. L'opérationnalisation de cette noble ambition devait débuter pendant le premier trimestre de cette année, mais la pandémie de la COVID-19 a freiné un tant soit peu nos ambitions. Mesdames et messieurs, investir dans la lutte contre les hépatites, c'est investir pour le développement. L'un des vœux chers du gouvernement du président Patrice Talon est de parvenir à l'élimination de l'hépatite virale à l'horizon 2030. Ceci passe par l'augmentation de la couverture des tests et des traitements pour le contrôle de l'hépatite B et la guérison de l'hépatite C. Le plan de travail annuel du ministère des Infrastructures et des Transports est en pleine évaluation. Cet exercice vise une amélioration de la qualité des services offerts à la population. Fufame Salomé Atadedi pour le point. Valider le rapport de performance gestion 2018 et évaluer les performances à mi-parcours de l'année 2020. C'est autour de ces deux points principaux que les structures liées au ministère des Infrastructures et des Transports se sont réunies. Au cours de l'année 2018, des avancées notables ont été enregistrées. Au nombre de celles-ci, le bitumage de plusieurs voies, conduisant ainsi à la réduction des accidents de la route. Le nombre d'accidents routiers dans la ville de Cotonou, qui a chuté de 3102 accidents à 2349, soit une amélioration de 753 accidents en moins. 52 520 véhicules en plus immatriculés. Le trafic total fret aéroportuaire qui est passé de 1 822 022 kg à 1 970 487 kg en 2018. Des performances remarquables sont également notées au cours du premier semestre de l'année 2020. Je puis vous annoncer que pour les ressources allouées se levant à 91 485 414 000 francs CFA, ont enregistré un taux d'engagement de 30,48% au 30 juin 2020 pour un ordonnancement de 24,10% et un taux d'exécution physique des activités de 36,93%. Notre partition ici sera de regarder nos résultats et relevant de notre segment de responsabilité institutionnelle dans le secteur. Au terme des travaux qui vont durer 2 jours, des recommandations vont être formulées par les participants en vue d'une amélioration de la qualité des services offerts à la population par le ministère des Infrastructures et des Transports. Hors du Bénin au Maroc, les éleveurs placent tout espoir dans la vente de leurs moutons, mais la pandémie du coronavirus ne facilite pas les choses. Pendant ce temps, au Brésil, des médecins sont des cobayes des programmes de mise au point de vaccins. Jérôme Hongbo. Au Maroc, les éleveurs placent tous leurs espoirs dans la vente de leurs moutons pour l'Aïd al-Adha pour compenser une année de sécheresse et de paralysie liée à la pandémie du coronavirus.
Mais de soudaines restrictions de déplacement chamboulent leurs projets pour cette fête de sacrifice. L'interdiction dimanche soir par des autorités des entrées-sorties dans 8 villes du pays du fait du coronavirus est de mauvais augure pour le commerce. Des Marocains originaires de la ville de Zagora manifestent contre les restrictions de déplacement. Conséquence, des embouteillages géants sur les routes et les gares prises d'assaut. Pendant ce temps, le nombre d'infections du coronavirus confirmées en Afrique du Sud dépasse les 450 000 selon un décompte de l'AFP utilisant les sources officielles. Au Brésil, la pédiatre Monica Levy est l'une des volontaires à Sao Paulo d'un des programmes les plus avancés de vaccins contre le coronavirus qui a déjà fait plus de 87 000 morts dans ce pays. Les volontaires sont recrutés principalement parmi les professionnels de santé qui, par leur profession, sont les plus exposés au virus dans ce pays, deuxième le plus touché au monde par la pandémie après les États-Unis. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.